Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre votre rendez-vous habituel pour les analyses et les apports de ce soir. Nous avons un plateau bien fait, mais avant, nous allons suivre la rubrique Gloire d'Afrique avant de revenir pour la présentation de ceux qui sont sur le plateau. Au dîner en Côte d'Ivoire. C'était l'ami des honnêtes politiciens, s'il y en avait, et l'ennemi des pilleurs de nos ressources. Il a nom à l'état civil, Doumbia Moussa Fakoli. Voici le parcours de l'homme qui s'est donné comme nom d'artiste, Tikenja Fakoli. C'est le dernier rappel du vol Africa. C'est le dernier rappel du vol Africa. Tant que l'histoire sera racontée par les chasseurs, la version du lion ne sera jamais connue. C'est le leitmotiv de Tikenja Fakoli. Il joue donc une musique pour éveiller les consciences. Les paroles de ses chansons parlent de beaucoup d'injustices que subit la population de son pays d'origine, mais aussi et surtout le peuple africain dans son ensemble. De son vrai nom Doumbia Moussa Fakoli, Tikenja Fakoli est né le 23 juin 1968 à Odiéné. Bien qu'issu d'une famille de forgerons, Fakoli découvre assez tôt la musique reggae et monte son premier groupe Jelis en 87. Il réussit peu à peu à se faire connaître au niveau régional, puis national avec ses concerts. Il obtient la victoire de la musique en 2003 dans la catégorie Album Reggae Reggae World avec son album France-Afrique. Il voudrait que la dette des pays africains soit annulée et il est pour le mouvement altermondialiste. Il a aussi participé à des manifestations anti-G8. Tikenja Fakoli dénonce le colonialisme et le néocolonialisme. Le chanteur est aussi préoccupé par les régimes africains corrompus. Dans la chanson Le balayeur balayé, il fait référence au putsch militaire en Côte d'Ivoire du général Robert Guéhi qui déclarait « Nous sommes venus balayer la maison ». D'autres chansons comme On a tout compris évoquent aussi la corruption et l'exploitation de la population par les hommes politiques en Afrique. Lors d'un festival de rap à Dakar au Sénégal en décembre 2007, Fakoli demande entre autres au président Wade de quitter le pouvoir s'il aime le Sénégal. Il parle aussi du danger que court le pays. Fakoli sera déclaré personne non grata au Sénégal à la suite de ses déclarations jugées fracassantes, insolentes et discourtoises par le gouvernement sénégalais. Un arrêté d'entrée et de sortie du territoire sénégalais a été pris par le ministre de l'Intérieur. Fakoli quitte le pays le lendemain. Après 2 ans et demi d'interdiction de séjour au Sénégal, il a été reçu par le président Wade le 31 juillet 2010, qui l'a invité à pouvoir de nouveau séjourner et à se produire sur le sol sénégalais. Sur invitation du Festival des Arts Nègres, il s'est d'ailleurs produit à Dakar en décembre 2010. Tikenja Fakoli, c'est aussi un promoteur de spectacles. Dès le décollage de sa carrière au début des années 2000, Tikenja promeut de nombreux événements culturels dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest par le biais de sa structure Fakoli Production. Son club Radio Libre, ouvert depuis 2009, reçoit chaque semaine de nombreux artistes venus jouer en live dans ce temple du reggae et de la musique mandingue. Et l'éducation est un volet qui préoccupe également le chanteur. En 2009, Tikenja Fakoli lance une campagne intitulée Un concert, une école, une initiative grâce à laquelle il a financé la construction d'écoles et de collèges. Lors d'un festival en 2015 face à un public de 30 000 personnes, il recommande « Mettons nos enfants à l'école parce que l'école éveille les consciences ». Pour l'artiste engagé, l'avenir, c'est l'Afrique. Embarquez pour Africa. Embarquez pour Africa. Voilà, retour sur ce plateau pour la suite de ce programme. Tout de suite, je vous présente donc le plateau. On commence déjà par Maurice Fadéon, le chef Midman, comme je l'appelle. Bienvenue dans nos locaux. Merci. En face de lui, Samson Adinsi, le chroniqueur de cette émission. Samson, bonsoir. Bonsoir Hippolyte Agosso, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Léon Batonworo également un habitué de ce plateau. Bonsoir Hippolyte, chers amis téléspectateurs, merci d'être toujours avec nous. Notre confrère, ami et ami Tony Aubert, bonsoir. Bonsoir Hippolyte et bonsoir à tout le monde. Et c'est parti pour la rubrique suivante, coup de gueule. Coup de gueule, voici pour vous donc l'élément témoin de ce soir.
et des télévisions Golf TV et Canal 3 Bénin. L'objectif, c'est à la suite de ma rencontre avec les associations des professionnels des médias et les patrons de presse, d'aller moi-même me rendre compte sur le terrain de la façon dont ces organes travaillent, d'écouter moi-même leurs préoccupations et de prendre le pouls, d'établir ce contact avec les organes de presse. Elle a voulu établir le contact donc avec les organes de presse. Elle a bien évidemment fait de sa manière. Samson Adressi. Oui, Hippolyte Gossou, c'est une décision noble de la toute jeune ministre de la Communication, choisi de rencontrer les professionnels des médias, les responsables des organes de presse, échanger avec ces acteurs sur tous les problèmes qui peut-être minent leur secteur. Je crois que c'est une bonne chose. Mais à l'arrivée, l'intention au départ était bonne, mais à l'arrivée, je remarque que c'est une visite qui est opérée de façon sélective. Lorsque je prends l'étape de Cotonou, on a vu, Madame la ministre est allée sur Golf TV, elle est allée à Cap FM, elle est allée à Radio Tokba, elle est allée à Canal 3, dans le centre Bénin, elle est allée à Radio Télévision Carrefour. Dans le nord, lorsque je prends l'étape de Parakou, la ministre a visité l'ORTB naturellement. Elle est allée à Fraternité, si je ne me trompe. Prolongement du groupe Fraternité. Bien évidemment. Alors, lorsque je prends l'étape de Cotonou, j'aurais aimé que Madame la ministre visite, par exemple, la radio Soleil FM, et qui, il y a quelques mois en arrière, a soulevé ou continue par vivre ce problème de bruit de ces fréquences. Je crois qu'en son temps, donc là, Abalo a dit qu'il a adressé une correspondance à la RAC et pourquoi pas au ministre de la Communication. Mais à chaque niveau, on lui a promis de faire quelque chose. Mais jusque-là, le problème ne fait que perdurer. Mais ne parler à Soleil FM, peut-être parce que cette chaîne appartiendrait à un membre influent, désormais rangé dans l'opposition, contre le régime Talon, peut-être la ministre a ses raisons. Lorsque je prends Parakou, où nous avons la chance d'avoir une chaîne de télévision privée qu'est ETélé, où nous sommes actuellement, ne pas venir à nous, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on me dit qu'on est allé à Cotonou, à Canal 3 et arrivé à Parakou, on se rend à Fraternité, alors que Fraternité est une composante du groupe de presse et Canal 3, je me dis qu'il y a problème. Et ça ne fait que renchérir ou conforter ceux qui pensent que la presse sous le régime Talon est muselée. La presse sous le régime de la rupture est fragmentée. Et ça ne fait que conforter dans leur position ceux qui pensent également qu'il y a certains organes de presse qui sont acquis à la cause du régime Talon. Au nom donc du respect de la confraternité, je n'aimerais pas flécher donc des confrères qui ont heureusement bénéficié donc de la visite de l'autorité de tutelle. Mais lorsqu'on est dans un pays où on prône de toutes les fois, à toutes les occasions, les bonnes intentions du régime en place, on devait quand même accorder cette chance à cet organe de presse, notamment Radio Soleil FM, qui vit cette douloureuse expérience à l'aide de la rupture. Je pense que Madame la ministre Aurélie Adam Soulé n'a pas véritablement les coudées franches pour mener à bien cette tournée, ou peut-être elle n'a pas les conseillers qu'il faut pour savoir. Parce que nous avons vu sous le régime de feu un ministre qui était en visite dans le nord du pays, qui a fait escale à ETélé, qui a constaté en quelque sorte
les bons équipements techniques dont nous disposons. Mais lorsqu'on parle de la télévision est-ce que ce n'est pas une numérique... Est-ce que ce n'est pas une question de bonne grâce et d'intérêt mis en jeu? Parce qu'entre-temps, il faut dire aussi on me parle aujourd'hui du passage de l'analogique au numérique. On ne saurait faire de la télévision numérique et laisser E-Télé en rade. Je crois que... Mais les autorités étaient aussi à ses côtés. Bien sûr. Mais pourquoi occulter E-Télé? Pourquoi ne pas faire escale ou choisir Radio Soleil FM qui vit aujourd'hui cette mésaventure qu'on ne saurait dont on ne saurait identifier la source jusque-là? Je trouve que ça cache quelque chose. Alors, Tony Aubin, vous avez vu, il était accompagné quand même du préfet Cissé, dont sur le territoire, il bénéficie quand même des services de E-Télé. Il devrait quand même lui dire qu'il fallait faire un tour au siège de E-Télé ou visiter aussi plus d'organes. C'est quand même le septentrion, c'est pas tous les jours. Tout comme Radio Azeke. N'amenez pas Tony à prêcher pour votre paroisse. Non, ben écoutez, ce qui est évident et que j'aurais souhaité aussi que Madame la ministre passe dans les locaux de Radio Azeke. C'est tout naturel, n'est-ce pas? Alors, je me suis un peu dérangé de faire ce débat parce que ça pourrait friser une sorte de violation d'un des articles de notre code de déontologie qui prône la confraternité. Si Madame Aurélie Adam est allée dans certains organes, c'est une très bonne chose. Maintenant, lorsque vous parlez du préfet... On parle les organes ni les membres de ces organes ne sont pas mis en cause. Non, en réalité, le débat, les organes ni les membres de ces organes ne sont pas mis en cause. Il n'y a pas donc violation d'article. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la visite simplement. De l'autorité. De l'autorité. Et qu'est-ce qui fâche mon les ami orientations. Samson? C'est le fait que Madame Aurélie Adam Soulé ne soit pas venue avec Télé, par exemple. OK? Et ce qui pourrait me fâcher, c'est le fait qu'elle ne soit pas venue à Radio Azeke. D'accord? Je voudrais qu'on soit clair sur ce débat-là. Maintenant, monsieur le préfet n'a pas à décider de l'agenda de Madame Adam Aurélie. Il a quand même des propositions à faire. Qui vous a dit qu'il ne l'a pas fait? Peut-être qu'il a eu l'occasion de faire cette proposition, mais vu qu'elle était en tournée, peut-être qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire le tour de tous les organes. Ce qui est évident, c'est qu'elle ne peut pas faire le tour de tous les organes. Mais lorsqu'à Cotonou, par exemple, vous avez visité l'ORTB, que vous venez à Parakou, vous retournez encore à l'ORTB, ça peut frustrer. Hein? Il y a Urban FM, bon, ok, elle est allée à Océan FM, à Cotonou. Mais Radio Azeke est là, E-Télé est aussi ici. D'accord? On aurait souhaité qu'elle visite ces organes-là, ou à défaut, qu'elle rencontre quand même tous les confrères, les patrons de presse, les journalistes, dans un cadre. Si elle ne peut pas faire le déplacement dans tous ces organes-là, elle peut quand même souhaiter nous rencontrer. On ferait le déplacement pour rencontrer notre ministre. Je crois que l'ancien ministre Komi Kouché, sous Yahi Boni, il a fait. Sous Patrice Talon, Monroe, elle est passée à Parakou. Madame Monroe est passée à Parakou. Elle est allée juste à Déma Radio. Et Aurélie Soulé est passée ce week-end. C'est un peu flippant, c'est désolant, mais on espère qu'elle aura d'autres occasions pour passer nous visiter. Léon Batongourou, vous avez également votre avis quand même sur cette visite? De façon générale, je vais dire que on a constaté que quand des ministres viennent, ou en tout cas, même si ce n'est pas forcément des ministres, s'il y a des autorités qui font des prises de contact de ce genre, ça se limite beaucoup plus au sud, aux organes du sud. Généralement, le nord a l'impression qu'on nous considère toujours comme des gens de seconde zone. Et non, mais la preuve est qu'elle soit venue déjà au nord, c'est... Oui, elle est venue déjà, c'est bien. Je dis, il y a bien de circonstances où les gens ne viennent même pas. Ou bien vous entendez qu'il y a tel contact du ministre avec les acteurs des médias pour telle situation ou tel problème. Et ça s'arrête à Cotonou, Porto-Novo à la rigueur. Et c'est comme si on a déjà couvert tout le Bénin. On a ce problème généralement avec les ministres ou certaines autorités dans notre pays. Et quand elles viennent maintenant au nord, pour ce qui est des médias, puisque c'est de ça qu'on parle, il faut quand même savoir, même si je n'ai pas les chiffres ici à les livrer ce soir, qu'il y a une grande partie des médias en nombre qui sont au nord. Mais que fait-on de ce nombre de médias au nord? Qui, radio privée ici, presse écrite là-bas, ou je ne sais pas, télévision aujourd'hui dans le septentrion? Quand le ministre décide de venir, ce qui est évident, on ne peut pas passer dans tous les médias. Ça, il faut qu'on le lui accorde. Mais
Ce qui n'est pas bien aussi, c'est un peu comme on le dit, de voir quelqu'un qui est allé à Cotonou dans un média, qui a son groupe encore à Parakou et qui vient, qui retourne dans le même groupe. Ça paraît un peu bizarre. Pendant le même temps, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas visités. Tout porte à croire que quand on a les problèmes des autres, bon, déjà on connaît de façon générale les problèmes que les médias ont au Bénin. Une simple prise de contact, peut-être, ça ne changerait pas grand-chose, mais c'est la manière avec laquelle ça se fait, la manière peut-être qui peut être qualifiée de sélective. Et dans un régime comme l'actuel, il est peut-être aussi à penser que, un peu comme mon cher ami Samson le veut, que la ministre, Madame le ministre, ne pourrait peut-être pas aller chez les opposants, de telle sorte que le président puisse lui dire, mais toi tu viens, c'est ce que tu as fait déjà, tu vas vers les opposants pour leur rendre une visite de courtoisie. Il n'y a pas d'organes opposants ici. Oui, quand je dis opposants, ceux qui ont les médias, s'ils sont des hommes politiques opposants déclarés comme tels désormais, ça veut dire que leurs médias, quelque peu, là aussi, cette corrélation d'opposants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour ce qui est de Parakou, moi j'aurais aimé quand même, même si dans l'informel, elle prenait 10 minutes de son temps pour aller à Radio Déma, ça aurait été pour son bien, parce qu'elle a eu à faire un stage là en son temps. Moi, je me rappelle, elle est encore jeune, elle est à Parakou restée, elle est allée faire un stage à Déma Radio. Par courtoisie, elle aurait pu aller dire bonjour à Gaston Yamaro et ses amis de Déma, nos collègues, nos confrères. Mais je ne sais pas, c'est le ministre, c'est son agenda, c'est à elle d'en décider. Mais de toute évidence, il faut qu'on reconnaisse que le Nord est marginalisé. Et quand il y a des ministres qui viennent, un peu comme Tony l'a dit, si ils font la politique de rassembler tout le monde, ça n'amènerait pas à faire ces genres de débats comme Kouché l'a fait. Et personne ne peut lui dire pourquoi vous avez réuni les journalistes pour les écouter, échanger avec eux. C'est de cela qu'il s'agit. Aurélie aurait pu mieux faire. On espère qu'elle entend tout ce qu'on dit pour que, même si ce n'est pas elle forcément, que notre ministre vienne, qu'il fasse la même politique de davantage aller au contact des autres et non pas de manière sélective aller chez certains. Et bon, après, on semble comprendre qu'on a tout fait. Non. Alors, Maurice Fadéan, on vous donne la parole aussi pour donner votre avis sur la question. Non, mon avis va partir d'une question. C'est pour demander pourquoi le ministre ou la ministre était en tournée dans le Nord. Sinon, j'ai l'impression que c'était une balade de santé. Parce qu'on ne peut pas dire, prendre l'argent de l'État pour quitter le Sud vers le Nord, dire qu'on va rencontrer les organes sous tutelle et ne pas pouvoir descendre dans au moins 3 radios sur les 7 que nous avons dans la ville. Radio et télé confondus. Et on a juste fait le choix d'aller vers 2 organes de presse, notamment l'ORTB qui est du service public et Fraternité qui est du service privé. Je n'en veux pas aux confrères de ces différents organes. La précision importe. Mais je n'en veux pas. Ils n'en ont pour rien. C'est peut-être les conseillers, en tout cas ceux qui ont élaboré l'agenda du ministre, qui ont mal fait en choisissant simplement ces 2 organes. Je crois que même l'audiovisuel doit être heureux, parce que depuis Cotonou jusqu'à Parakou, on a visité au moins des organes audiovisuels. Et qu'en est-il de la presse écrite où on officie? On peut être beaucoup plus frustré que vous autres parce que je n'ai pas vu, même si on dit que nous n'avions pas des sièges à proprement parler, il y a quand même des organes de presse privée qui ont des sièges. Je vois La Nation, je vois le Matinal, je vois d'autres organes également. Le Canal du Nord qui a un siège. Dabarou qui a un siège. Pourquoi n'a-t-on pas rendu visite à ces organes de presse? Je crois que c'était véritablement une balade de santé et je crois qu'elle s'est remise en jambe et pourra continuer sa mission républicaine une fois arrivée à Cotonou. Mais qu'elle sache que nous n'avons pas été du tout contents de sa visite parce que la visite a été sélective. À défaut d'aller d'organe de presse en organe de presse, on pouvait quand même organiser un dîner de presse autour duquel on aurait discuté des problèmes que rencontre et chaque organe de presse, puisque aujourd'hui nous voulons passer de l'analogie au numérique. Ça nécessite de gros moyens, surtout au niveau de l'audiovisuel. Et vous n'êtes pas resté sans savoir, les conditions dans lesquelles nous travaillons sont des conditions très difficiles. Je ne vous apprends rien à ETélé ici, seul vous qui savez les difficultés que vous endurez. Et celle qui est la promotrice de cette chaîne sait combien de fois elle se décarcasse
pour pouvoir supporter les charges de la maison, parce que la télé, ce n'est pas une mince affaire. Et qu'on vienne à Parakou et que la seule télévision à caractère commercial installée dans la ville de Parakou ne soit pas visitée, c'est comme si on était en promenade et on ne savait pas l'objectif pour lequel on est un ministre. Merci à vous, Maurice Fadéon. Retour sur ce plateau pour la suite du programme. C'est le moment de passer donc à la rubrique chronique et débat. Le culte de personnalité sous talent, c'est le titre donc de la chronique de Samson Adessi. Samson, à vous le crash-pas. Merci à vous, cher ami Hippolyte Gossou. À nouveau, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Le culte de personnalité prend son envol au Bénin. Après 2 ans d'hibernation, les états-majors des partis politiques renouent avec les louanges et exaltations au chef de l'État. Bon gré, mal gré, le président de la République reçoit le soutien des mouvements et partis politiques. Aiguillonnés par certains avantages inavoués, les bouffons de la République multiplient les sorties pour encenser le chantre de la rupture. Des déclarations de soutien sur fond d'appel à l'adhésion à un programme d'action du gouvernement Nembé de mystère. Apparemment, le jeu en vaut bien la chandelle. Personne ne veut louper le marathon législatif de 2019. Même des éternels parlementaires qui étaient les ennemis jurés de Talon embauchent les trompettes de la rupture. Sur l'autel de leur imprudence sociale, la cohorte des politiciens clandestins amorce la migration sur des vagues de diversion avec pour victime expiatoire le peuple naïf et meurtri de la cruauté de ses gouvernants. Tels des myopes, certains semblent affectés par cette contagion de paradoxes insoutenables. Toutes les occasions sont désormais bonnes pour assurer la défense du président Talon. Les compagnons d'infortune de la rupture peuvent sans détour contre-attaquer les déballages de candidats Zanaï, régler des comptes aux partenaires sociaux et même contester les décisions de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, le président a horreur de ça. Oui, Patrice Talon est foncièrement contre le culte de personnalité. Patrice Talon ne veut pas du populisme. Il l'a clamé haut et fort lors de la campagne électorale pour se démarquer de son prédécesseur Boniaï. Et pourtant, la pratique est désormais un secret de polichinelle, une vérité irréfutable sous le régime du nouveau départ. Mais lorsque le président de la République manque d'attitude chevaleresque à l'égard des partenaires sociaux, condamnant ainsi les usagers de l'école, les usagers des hôpitaux et des cours et tribunaux au calvaire du manchot, lorsque les excès et exactions des opérations de libération d'espaces publics laissent comme souvenir de tristes et désolantes images en plaques de cas sociaux et de chômeurs sans nombre, alors que les opérations de PVI, du port sec d'Alada, de la Sodeco et de l'AIC marchent sur des roulettes, je commence par émettre de doutes. Oui, de doutes sur les réelles motivations du régime Talon. Mais dans cet imbroglio symptomatique d'un pays au bord de l'explosion, les griots de la rupture peuvent se permettre de déclamer des panégyriques en dépit du supplice de la grande masse. Le président n'est plus dans le rôle du chef d'orchestre dès lors que les musiciens sont privés de leur partition. En vérité, Patrice Talon s'est déjà avisé depuis l'échec cuisant de son projet de révision de la Constitution. Le mot d'ordre de son ministre de la Justice qui s'en est suivi n'était que la partie cachée de l'iceberg. La politique de la ruse et de la rage décrétée par Maître Diogbenou a consacré l'éclosion du culte de personnalité. La marche de soutien annoncée par les partisans du régime n'aura été qu'un épisode d'un feuilleton qui durera 3 ans. Si Ngwedi a trahi royalement le secret, il n'y a pas de raison d'en vouloir à ceux qui, au bas de l'échelle, veulent se frayer le chemin pour accéder à la table des délices, pourvu que l'exploit soit réédité en 2019 et 2021, histoire de garantir l'autosuffisance alimentaire
aux enfants malades de la République devenue entreprise. Merci à vous, Samson Cabral Adinsi. On revient donc tout de suite pour la partie analytique de cette émission. Nous voici donc de retour sur ce plateau. Léon Baton-Roro, vous avez suivi Samson Adinsi. Et quand on sait que le président Patrice Talon n'aime pas trop les cultes de personnalité, comme l'a dit Samson Adinsi, mais pourtant, cette attitude ou cette pratique se multiplie ces derniers temps. C'est vous qui savez ce que le président aime et ce qu'il n'aime pas. Il l'a dit ouvertement. Oui, le dire, c'est peut-être vrai. C'est ici au Bénin, lors de la campagne, qu'on a entendu... Vous vous rappelez de cette phrase « Ne m'appelez pas Bono ». On a entendu dire beaucoup de choses lors de la campagne et on voit beaucoup de choses, Hippolyte Agossou, dans l'exercice du pouvoir. C'est le président de la République, c'est vrai. Sa parole devrait avoir une certaine valeur. Je le concède comme tel à tous les Béninois qui pensent que, véritablement, il y a des pratiques que le régime Yahi faisait et dont voudrait se démarquer l'actuel régime de Patrice Talon. Il a dit. Mais j'ai aussi dit autour de cette même table de Sans Détour que, au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on s'approche des différentes échéances électorales, on va se rendre compte à petits coups que ce qu'on a dit ne pas vouloir faire, des pratiques du régime ancien, on va le faire peu à peu. Et c'est de cela qu'on voit, j'allais dire, au fur et à mesure qu'on approche de l'échéance qui est la première, celle des législatives prochaines. On a vu ici des gens qui sont nommés ministres, on a dit non, les mouvements de remerciement que les populations faisaient, on n'en veut pas. On a vu des gens qui sont nommés à certains postes, on a dit les bruitages qu'on voudrait, qu'on faisait, qu'on voyait, qu'on ne les veut pas. On a même vu des comptes rendus de conseil des ministres se faire sans qu'on ne cite qui est nommé, qui ne l'est pas, parce qu'on dit que c'est à base de cela que la population se permet une certaine euphorie. Mais on a vu revenir cette pratique récemment. Moi, j'ai écouté un compte rendu du conseil des ministres et quand j'ai commencé par entendre que tel et tel sont nommés, j'ai dit, ben, où est passé ce qu'on a voulu prôner quand on est venu au pouvoir? Quand on nous a parlé de normaux communication, vous et moi, il y a peut-être des nominations qu'il faut la normalement... qualité des comptes rendus du Conseil des ministres, on a changé, on a semblé créer un nouveau concept, mais qui n'a pas fonctionné, malheureusement. Ou heureusement, peut-être, je ne sais pas de quel côté chacun se trouverait. Ce qui est évident, c'est que on a eu un pouvoir, on a eu des acteurs qui se sont jetés dans un pouvoir politique pour dire, bon, l'idéalisme que nous prenons, c'est cela, nous allons le faire, mais sans véritablement se mettre à l'idée que quand on est dans l'exercice, il y a une marge que quand on est en dehors. Et nous autres acteurs des médias, on a souvent fait de belles analyses, de belles critiques, mais une fois peut-être sur le feu de l'action, on va changer, on va se rendre compte que le pouvoir a des réalités qui ne nous permettent pas de développer forcément nos idéologies. Et le pouvoir actuel le comprend de plus en plus. Il se rend compte que le populisme qu'on n'a pas voulu faire, on a voulu être un peu en autarcie en matière de communication ou de fait, on le fait peu à peu. Et au fur et à mesure qu'on va vers les élections, on va voir des gens qui vont le faire. Est-ce que c'est le président qui le commande? Est-ce que c'est le président qui le leur demande? Mais tout le monde veut se faire une belle place à l'ombre du pouvoir. Et c'est ce que chacun essaye de faire en disant « je soutiens, je ne soutiens pas ». Mais au plus près, au plus, j'allais dire, à proximité, quand j'ai commencé par voir des gens dire « oui, on en fait déjà assez bien dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans des quartiers comme Soinrou, comme Kwasagambou, et qui ont fait une déclaration », j'ai dit « tiens, ça vient » parce que à l'investigation, on se rend compte que ce ne sont pas ces populations qui ont mobilisé ces fonds pour appeler les acteurs des médias. Et pour qui voit comment je regarde, enfin, qui suit mon regard, on comprend donc que des gens ne voulaient pas faire la politique à l'ancienne, mais ils vont le faire. Parce que à ne pas le faire, il y en a qui vont adopter leur pratique ancienne. Et si les situations les y obligent? Oui, les situations les y obligent, évidemment. Et ils vont le faire de plus en plus. Et pour qui dit qu'il ne veut pas ça, à Patrice Talon, par exemple, au président de la République ou au commissaire d'interdire désormais les meetings, les déclarations de soutien, parce qu'on voit comment les déclarations
les demandes d'explication se font envoyer maintenant. Peut-être qu'on va interdire à quelqu'un de prononcer le nom du président Talon pour quelque soutien que ce soit à une certaine radio, à une certaine télévision. Si c'est le cas, peut-être que ça va cesser. Mais si ce n'est pas le cas, là encore, et même si c'était le cas, est-ce que le peuple est en phase avec cette réalité pour accepter ça? Est-ce que chacun n'est pas libre dans une république d'exprimer ce qu'il ressent? Est-ce que quelqu'un n'est pas libre de dire « Ah oui, le RAVIP, c'est une bonne chose, il faut le soutenir, je soutiens alors Talon ». Véritablement, on a annoncé des idées belles. Merci à vous, Léon Batongoro. Tony Aubin, vous avez vu quand même, il y a une flopée de mouvements qui, tout d'un coup, voient le jour et qui chantent les mérites du pouvoir en place, que ce soit ici comme ailleurs. Et au-delà de ceci, des personnes qui sont nommées peut-être à des postes qui ne font que chanter le nom Patrice Talon. Alors que le président précédemment a dit qu'il n'en avait pas besoin. Ces mouvements-là, est-ce que ça vaut la peine de chanter le nom de Talon au lieu de travailler pour impressionner le président? Écoutez, Hippolyte Agossou, qu'on se le rappelle, la seule fois que le chef de l'État est passé officiellement à Parakou, je crois que ça faisait 7 mois après son investiture, il a bel et bien dit que son gouvernement et lui ont passé 7 mois, des mois éprouvants. Des mois éprouvants. Alors, ça fait pratiquement 2 ans que le chef de l'État est là. On peut comprendre qu'il est en plein maintenant dans ce que nous appelons la réa politique. Et cela, pour aller dans le même sens que Léon Batongoro, on peut décider de faire quelque chose et dans le feu de l'action, on se retrouve obligé de faire malgré soi, de faire autre chose. Lorsque le chef de l'État se rend déjà 2 fois à l'église Saint-Michel, lorsqu'il va à Abomey, il va passer un week-end pratiquement à Abomey, vous comprenez que il n'était pas homme d'affichage, il n'était pas homme qui ait un goût prononcé pour ce que nous appelons populisme, mais en réalité, finalement, c'est de cela qu'il est question. Parce qu'après le 4 avril, le chef de l'État a dit quoi? 2021 loin désormais. En 2021, on pourra aviser. Et peut-être qu'on est dans cette dynamique d'aviser. Et lorsque vous vous mettez dans cette logique, vous ne pourrez pas refuser le soutien. Avec tout ce qui se passe actuellement, qui peut refuser le soutien? Vous ne pensez pas que c'est ceux qui déclarent le soutien-là qui incitent le chef de l'État à faire ce qu'il est en train de faire? Non, je ne pense pas forcément ainsi. Peut-être que c'est ce que le chef de l'État commence pas à faire qui motive la naissance de ces moments. Le contraire pourrait être possible, mais je n'aimerais pas trop me fatiguer le ménage pour justifier le contraire de ce que je suis en train de dire. Et c'est peut-être ce que le chef de l'État fait. Même le week-end dernier, on a entendu la création d'un mouvement politique et tous ces partis politiques, tous ces mouvements politiques qui naissent soutiennent les idéaux du parti, du régime en place, soutiennent le PAG, soutiennent du PAG, FSI. Et vous allez remarquer aussi que dans les discours de nos différentes autorités, que ce soit ministres, préfets ou autres, ils ne ratent aucune occasion pour parler du PAG. Ils ne ratent aucune occasion pour ressortir le nom du président Patrice Talon. Et je ne note forcément plus une différence avec ce qui se passait il y a 10 années en arrière. Et c'est ce qui m'amène justement à parler de la réalité politique. Le chef de l'État est en plein là-dedans et on observe. Alors, Maurice Fadé, on a l'habitude de dire qu'une maison n'est bonne que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. N'est-il pas mieux pour ces gens-là de se mettre à la tâche, de montrer au chef de l'État qu'ils ont quand même des compétences à revendre que de chanter des louanges à longueur de journée? Mais c'est ce que nous avions reproché au président Boni Yayi, surtout par rapport à ces marches, meetings, messes de remerciements. En son temps, c'était les bœufs qui ont souffert parce qu'à chaque fois, il fallait immoler un bœuf. Et les animaux ont véritablement souffert. Maintenant, on revient à la même politique qui ne tient pas la route. Et vous savez, mon analyse faite me révèle que Yayi Boni avait gouverné entre 2006 et 2012 par procuration et que c'est véritablement à partir de 2012, lorsque il avait maillé à partir avec le président actuel, Patrice Talon, qu'il a imprimé... Ça, c'est une procuration que vous décrétez personnellement? Oui, il a imprimé sa marque à sa gouvernance parce que tous ceux qui ont été du régime de Yayi Boni, première mandature, si vous voulez, sont aujourd'hui avec le président Patrice Talon, et Mathis Adidja, et Gaston Dossoui. On peut citer à foison des ministres qui avaient travaillé avec Boni Yayi, qui se retrouvent dans ce régime-là.
Et c'est comme si on n'était pas content de leur débarquement du gouvernement de Boni Yayi et on les a refait ministres pour marquer et l'autre. Et que voulez-vous, depuis le 4 avril où on a commencé par pratiquer une autre politique, vous l'avez dit dans votre chronique, la politique de la ruse et de la raille, ça veut dire que tout ce qui a été dit avant les élections présidentielles est classé aux oubliettes. On ne fait plus avec parce qu'on a dit on fera désormais la politique autrement. Et cette politique-là, c'est ça que nous vivons sur le terrain. Et ne soyez pas étonnés de voir les gens chaque week-end créer des mouvements ou des partis politiques. Il est bien clair qu'aujourd'hui, les élections pointent à l'horizon. Nous ne sommes plus loin de 2019, où il faut convoyer, comme l'a fait Soglo en son temps, par wagon, des députés à l'Assemblée pour pouvoir avoir une majorité écrasante pour faire passer même des lois liberticides et pour pouvoir les faire passer. Donc, on est dans ce schéma-là. Mais ce qui écoeure et ce qui gêne véritablement, c'est qu'on embauche les trompettes pour nous montrer que ça va. Ça va dans quel pays où les populations crient tout le temps que ça ne va pas. Et justement, c'est pourquoi je trouve qu'ils ont raison, ils ont quelque part raison, parce qu'aujourd'hui, on nous a montré que si vous voulez être riche au Bénin, il faut aller à la politique. Dans la mesure où vous avez des ministres qui gagnent 8 millions, 16 millions au bas mot, et chaque fin du mois, les préfets qui sont à 5 millions, les directeurs départementaux qui sont... C'est quand même des salaires politiques et périodiques. Ah, mais salaires politiques, ça veut dire que de l'autre côté, c'est plus juste. Il faut faire une démarcation entre les salaires politiques et les salaires administratifs. Je viens, Hippolyte Agossou, j'y arriverai en vous disant tout simplement que on devrait fixer ces salaires-là en tenant compte du SMIC, qui est aujourd'hui à 40 000. Allez voir ceux qui sont à ce taux-là, comment ils arrivent à vivre. Ils ne vivent même plus, ils vivotent. Ils vivotent parce qu'ils n'arrivent plus à satisfaire à leurs besoins. Et dans un pays où il y a un déséquilibre, une inégalité salariale, je crois que ce pays-là ne pourra pas avancer véritablement parce que les uns étant frustrés par rapport aux conditions dans lesquelles on les maintient et ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous voyez qu'il y a cet activisme politique aujourd'hui. Non seulement il y a les élections qui pointent, mais également on sent que du côté politique, on se la coule douce. Alors il faut y aller. Donc ne soyez pas étonnés que les gens sortent les calebasses, que les gens sortent les marmites, les écumoires, pour commencer par danser au clair de lune, parce que c'est la période qui s'y prête. Hein, et chacun veut goûter au miel et Patrice Talon. Alors, Samson Adinsi, vous au moins, vous aurez pu parler, vous allez parler au moins de ces mouvements-là, une flopée, que ce soit à Parakou, à Neki, à Kalalé, à Cotonou, qui chantent les louanges. Comment il faut rappeler ces différents mouvements un peu à l'ordre pour leur rappeler un peu le propos quand même du chef de l'État qui disait qu'il fallait attendre après son mandat pour le porter en triomphe. Non, je ne suis pas l'audateur de la rupture pour dire à ces mouvements politiques de rebrousser chemin. Je crois que si jusque-là, le ministre de la Justice, lui qui juge déjà opportun de ne plus publier des actes administratifs sur les réseaux sociaux, je crois qu'il a également l'écoute France. Il a le pouvoir pour interdire, même en dépit de son mot d'ordre, la ruse et la rage, il a le pouvoir pour interdire à ces mouvements politiques de continuer par encenser le président de la République. Alors qu'il y a... Mais Samson, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'interdisant, l'acte d'interdiction aussi a été publié. Dans les réseaux sociaux. Non, mais parlez-nous plutôt de ceux-là que vous voyez à l'écran. Alors, Hippolyte Agossou, nous avons Bénin de l'autre côté, vous voyez ce qui il y a Bénin en route qui fait déjà son petit bonhomme de chemin. J'ai suivi même hier un parti qui est porté sur les fonds baptismaux. On nous parle de parti de la lumière sous la rupture. Ça voudra dire beaucoup de choses. Et c'est toujours le Bénin. Mais je retrouve un régime qui ne se démarque pas comme son chef l'aurait souhaité du régime de faim. C'est-à-dire que nous sommes en train d'emboîter les pas au régime de Boni Yayi. Et c'est bien dommage. Moi, dans un pays où vous avez une autorité préfectorale dont la probité reste douteuse, dont l'éthique reste douteuse, dont la morale reste encore douteuse, peut-être j'aurai des explications à donner. J'attends simplement, peut-être ça demande d'explications via les réseaux sociaux pour répondre. Et que des Béninois, la grande masse, souffrent cruellement après cette opération
de libération de l'espace public, lorsque vous avez des enseignants qui ont claqué la porte, lorsque vous avez des magistrats qui refusent d'aller au boulot, lorsque vous avez des agents de santé qui abandonnent ces malades-là à leur triste sort, et qu'on se permette de dire, d'encourager le président Talon de continuer par gouverner de cette manière. Et il y en a même qui se permettent ce vilain luxe, ce vilain plaisir de monter sur des chaînes de télévision pour contester, à la limite, les décisions de la Cour. Mais je me dis, mais qu'il y a un problème. Et le président Patrice Talon doit beaucoup faire attention. Mais il y en a qui, peut-être par naïveté, pensent que l'exemple du président d'honneur, je vais dire, du PRD, Maître Adrien Rungwedi, je ne parle pas du président de l'Assemblée nationale, que c'est un bon exemple à suivre. Parce que depuis qu'il a commencé par déclamer ses bonnes intentions, déclamer, chanter à la limite l'éloge du président Patrice Talon, beaucoup ont cru qu'il faut rapidement se mettre dans la danse pour tirer peut-être le drap de son côté. Et c'est une erreur. Vous n'avez pas besoin. C'est vrai, il y a, si je prends l'exemple d'un certain Armand Gansset de la Sogema qui s'est retrouvé à ce poste, lui, qu'on ne voyait même pas venir. Lorsque vous prenez un certain Adoukonou Aubin, qui est parti du syndicalisme pour se retrouver à la tête du CNSR, et lorsque vous prenez même l'exemple patent qui doit pouvoir retenir toutes les attentions, Joseph Diogbenou, qui a su rallier très rapidement de la société civile pour se retrouver à la tête d'un ministère. Jacques Ayazi, les exemples sont légion dans le pays. Je crois qu'on peut comprendre également cette ambition de la jeunesse à désormais se ruer vers le régime en place pour se faire un nom. Je voudrais, Hippolyte Agossou, je ne sais pas si vous allez aborder le dossier, lorsqu'il y a les syndicalistes aujourd'hui et qui se mettent à observer des mouvements de débrayage. C'est vrai, le combat ne se fera pas dans les rues. Le combat ne se fera pas... On revient sur la question du débrayage. Sinon, j'ai une proposition, une belle proposition à faire à ces syndicalistes. L'actualité ce week-end aussi, c'est ces députés de la 8e qui ont aussi vanté les mérites de notre projet de complément d'alimentation en eau pour la commune de Parakou, alors que ces mêmes députés avaient entre-temps parlé à haute voix aussi du projet Orio. On a vu la même institution qui avait financé Orio ou qui a complété le financement de Orio encore là pour un discours et qui a conforté ces députés dans leur position. Les députés dont vous parlez, je me rends compte qu'au moins parmi ces députés ou même le ministre qui s'en occupe, il n'y a que 2 sont passés à la tête de la mairie. C'est intéressant. À la mairie de Parakou, où ils n'ont pu rien faire pour augmenter la qualité de l'eau. La quantité d'abord. La quantité et la qualité de l'eau pour les populations à Parakou. Aujourd'hui, c'est ces mêmes personnalités qui, bon, peut-être par le truchement des postes qu'ils occupent, veulent bien impacter par rapport, enfin, en lien ou alors en conformité, j'allais dire, voilà, c'est le mot juste, en conformité avec le PAG qui nous fait miroiter que d'ici 2021, il n'y aura plus quelque part où on n'aura pas de l'eau potable. C'est très bien, mais je rappelle simplement, Hippolyte, que nous sommes à Parakou et on n'est pas sûr qu'on boive l'eau potable venant de la pompe. Et quand on a des gens qui félicitent, qui encouragent à travers des projets, moi, a priori, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Mais il ne suffit pas que des paroles, il ne suffit pas que des encouragements, il ne suffit pas que des propos flatteurs. Nous, on veut voir le concret, les actes, les choses se réaliser pour que Parakou soit véritablement couvert en eau. Et Parakou, c'est peut-être très bien déjà assis en matière d'eau. Allez ailleurs, voyez comment les gens souffrent pour avoir à rallier un point d'eau et pour se faire une petite quantité d'eau acceptablement vivable. Ça fait quand même le même pays avec des citoyens ayant le même droit. Bon, on espère que d'ici 2021... Alors Samson, vous avez suivi aussi un peu ces élus de la 8e qui ont vanté les mérites du tout nouveau projet. Vous avez suivi ces mêmes députés? Non, il ne me plaît pas d'opiner
sur les propos de ces députés. Vous savez, lorsque la rupture essaie de marquer des gens à la culotte où désormais ils sont réduits à des miettes, il fallait être sur ces événements pour constater que c'est seulement les billets de 500 qui circulaient lorsque, sous des régimes défunts, on voit ces mêmes autorités distribuer C'est une preuve de gestion rationnelle alors des billets. Il faut laisser votre problème de rationalité. Le problème de rationalité est là. Les préfets continuent pas à percevoir au-delà de 5 millions. Les ministres n'en parlons plus. Hippolyte Agassou. Les gens sont tenus, ils sont marqués à la culotte. En un mot, Patrice Talon a réussi à bien je vais dire, les contenir Non. je dis même jusqu'à leur dessous. Vous savez... Samson, le président a été clair. Et je remercie Radio Azéké qui chaque vous aurez la parole dans un émission instant. le matin nous rappelle ces propos. Et j'ai suivi à moi, président, votre réélection et j'ai ne suivi, dépend pas, il a relancé. ne dépend pas de votre résultat, de vos actions à la tête de l'État. Mais ça dépend de la façon dont vous tenez les grands électeurs. Vous soumettez tout le monde. Maintenant, si les grands électeurs sont bien tenus, ils sont soumis. Et les grands électeurs, dont il est question, qui vous dit que c'est les élus du peuple? Non, j'ai suivi ce à quoi vous faites allusion. Si vous voulez, je serai plus explicite. C'est lors de la cérémonie de lancement des travaux que le ministre Adambi Seydou est venu faire à Parakou, que deux députés, notamment Adam Bagoudou et Rachidi Gbadabansi, ont saisi l'opportunité pour exprimer une fois encore leur soutien au chef de l'État. C'est comme si le ridicule ne tue pas. Tout le monde sait qu'ils sont avec la rupture. Et s'ils ont besoin de le rappeler à chaque fois, oui, ils en ont besoin. Parce qu'il y a les élections qui approchent à grands pas. Il faut qu'ils essaient de trouver une place, une liste là, pour pouvoir défendre ce gouvernement. Parce qu'il y a des jeunes qui émergent avec d'autres partis politiques. C'est peut-être votre avis sur cette action, mais Tony Aubin, vous avez aussi suivi la même actualité. Vous ne pensez pas qu'on peut se tromper quand même précédemment? Et cette fois-ci, c'est quand même... Ils ont adhéré totalement à ce lancement-là. Apparemment, ils l'ont vanté avec mérite cette fois-ci. Non, je crois qu'il va falloir qu'on prenne du recul, un peu de recul pour bien analyser. Rappelons donc que le projet Orio dont il est question, en fait, est une émanation du PPEA 2. Alors, le PPEA 2, nous avons suivi ce que ça a donné finalement. Et puis, le PPEA 2, c'était... Ça a donné quoi, Tony? Vous le savez bien, Samson Adansi. Donc, et donc, le PPA 2, c'est financement État béninois, Pays-Bas et BOAD. Bon, maintenant, nous savons très bien ce qui s'est passé avec le PPA 2. Moi, j'aurais voulu qu'on gagne du temps pour me permettre de dire un mot sur le mouvement de débrayage qui a lieu dans le secteur de l'éducation actuellement. On revient tout à l'heure sur le mouvement de débrayage. Je crains que le temps ne nous suffise pas. Alors, le PPA 2, je l'ai dit, l'Orio dépendait du PPA 2. Maintenant, le PPA 2 a été mal géré. Au lieu que le dossier soit suffisamment confié à la justice, on a suivi que on a voulu se précipiter pour lever l'immunité parlementaire d'un député. Ça a fait toller. Les Hollandais sont repartis chez eux. Et je crois bien que c'est un remplacement de ce projet maintenant que ce qui s'est passé samedi dernier a eu lieu. Bon, on peut tout au moins garder espoir. Lorsque vous parlez de Adam Bagoudou, lorsque vous parlez de Rachidi Gbadabansi, ils appartiennent à un bloc qui soutient le chef de l'État. On ne va pas leur jeter la pierre lorsqu'on va les entendre lors de ces occasions-là. Rappeler leur soutien. Ça vient dans quoi? Samson Adansi, vous n'avez pas la parole, Samson Adansi. Vous n'avez pas la parole, Samson. Nous sommes au Bénin et vous me retournez dans les lignes de votre chronique, cher ami Samson Adansi. Alors, vous avez parlé du rendez-vous le marathon législatif de 2019, n'est-ce pas? Et nous savons que les élections au Bénin ne sont pas une mince affaire. Rappelez-vous la déclaration de Boniari à Boko. Les élections coûtent cher au Bénin. Merci à vous, Tony Aubin. On revient sur le mouvement de débrayage. La raison principale de votre présence sur ce plateau, Maurice Fadéon, dites-nous un peu, un mouvement qui
qui est en train d'être déchiré apparemment et qui peut-être aurait de répercussions sur le système éducatif béninois. C'est malheureux ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis pas invité ici en tant que syndicaliste, mais je trouve que c'est malheureux parce qu'on ne devait pas laisser la fronde sociale évoluer telle qu'elle évolue aujourd'hui. Parce que les répercussions, ce n'est pas cette année 2018, c'est plus tard. C'est sur plusieurs années. Parce que vous savez, c'est un système bien construit. Lorsque un maillon de cette chaîne a des difficultés, c'est fini, le système est mis en mal. Et je trouve que, au regard de la situation actuelle, que les dirigeants doivent prendre la mesure de la chose pour vite aller au dialogue. Seul le dialogue peut nous sortir de l'ornière. Maurice Fadéon, l'une des raisons principales aussi de votre présence ici, c'est qu'on a remarqué que même les lundis et vendredis réservés pour les coups, désormais les directeurs ont voulu en faire des jours de devoir, mais les syndicalistes apparemment ne sont pas partants. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au CG Zongo ce matin. Bon, si vous voulez qu'on parle de la grève, allons-y, mais je voudrais vous dire ceci. Tel que ça se passe, je crois qu'on veut conduire les enfants à l'abattoir. Vous n'êtes pas resté sans savoir que la proposition des sujets était partie depuis les congés de Noël. Donc, en proposant les sujets, nous avions fait la projection comme quoi, avant le 22 janvier, la date retenue, nous avions encore 3 semaines de travail. Donc, en tenant compte de cette projection, on a proposé les sujets. Voilà que, juste après la rentrée de janvier, nous ne sommes plus allés au cours. Et les projections étant déjà faites... Pédagogiquement, on ne pousse pas trop les projections assez loin. Mais pour une proposition écoutez, 3 semaines de cours, pour quelqu'un qui a peut-être 5 heures chaque semaine, ça fait 15 heures de cours. Mais c'est beaucoup de choses que nous enseignons pendant ce laps de temps. Mais aujourd'hui, les sujets sont déjà là. On n'a pas... Il y a que des apprenants n'ont pas vu les enseignants depuis le début de la grève. Ce n'est pas tout le monde qui travaille les lundis. Vous n'êtes pas resté sans savoir que nous sommes au collège et que c'est une question d'emploi du temps et de façon rotative. Les enseignants se succèdent dans les salles de cours. Il y en a qui ont cours les mardis, les mercredis, les jeudis. Et voilà que les 3 jours sont pris par la grève. Donc, les apprenants n'ont pas eu le temps de voir leurs enseignants. Au même moment, les autres qui ont cours les lundis et les vendredis voient leurs enseignants, travaillent avec leurs enseignants dans des conditions encore douteuses. Parce que quand on sait qu'il n'y a plus le corps de contrôle qui fait le tour, quand on sait qu'il y a une crise qui est là, tout le monde est démotivé, c'est seulement acte de présence que les gens vont faire. Mais la crise ne devait pas démotiver quand même les gens. La crise doit démotiver parce que ce que les gens recherchent n'est pas encore là. Et si vous recherchez quelque chose et qu'on vous force à aller au travail, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. L'autre chose, Maurice Fadéon, on a vu quand même un message qui a circulé ce matin. Un message bien rédigé, et on dirait quand même qu'il y a de main invisible derrière ces messages. Vous l'avez vu, chers élèves, voilà le message à l'écran. Un message bien rédigé, on sent quand même qu'il y a une main invisible derrière ce message. Non, écoutez, ce que vous avez oublié que nous sommes dans une société où on a tous les compartiments. C'est une crise, il y en a qui adorent les crises et qui en profitent. Apparemment, je n'ose pas croire que ce soit des enseignants qui écrivent des choses du genre, parce que quand vous faites... Nous sommes dans un système où c'est apprentissage, évaluation. Mais on n'a pas fait l'apprentissage, mais on veut évaluer. On veut évaluer sur la base de quoi? Sur ce que nous avions fait bien avant les congés. Parce que depuis le retour des congés, il y a eu brouille dans le système. Et c'est pourquoi nous avions dit, rien ne nous presse. Nous allons finir avec... Le calendrier scolaire prend Non, écoutez, nous sommes au Bénin. Tu vois, ici, c'est chez nous. Nous connaissons ce qui se passe. Lorsque le calendrier scolaire n'est pas respecté comme cela se doit, il y a un réajustement qui se fait. Et lorsque le réajustement se fait... Est-ce qu'il faut compter sur le réajustement chaque fois pour... On est obligé parce que ça fait déjà 3 semaines de grève. 3 semaines de grève amputées du calendrier qui a été établi. Alors, par conséquent, on est obligé de réajuster. Encore que si les partenaires sociaux l'acceptent. Parce que ce que les enseignants réclament aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas normal qu'un décret soit signé et que les arrêtés d'application ne suivent pas? C'est ça le problème. Un décret a été signé le 21 novembre 2015. Ce n'est pas hier, 2015, 21 novembre 2015. Et nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2018. Et ce pourquoi vous êtes battus pour arracher de haute lutte, vous ne jouissez pas de ça. Et vous pensez qu'on peut continuer. Au même moment, vous allez sur le même marché avec d'autres personnes dont les salaires ont été revus 350% à la hausse. Et vous voulez qu'on continue de se taire. Or, personne ne viendra faire notre bonheur à notre place parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un défendre notre cas.
C'est nous-mêmes, parce que nous sommes travailleurs de la République, nous sommes obligés de prendre notre destin en main pour revendiquer ce qui est de notre droit. Et c'est la Constitution Mais qui nous donne le est-ce droit qu'il d'aller est, en une grève. dernière question, Maurice Fadéon, avant de revenir aux collègues, est-ce qu'il est vraiment normal qu'une main invisible puisse quand même monter les élèves jusqu'à ce point-là et leur demander de rejeter des épreuves de composition? Vous croyez que les élèves... Nous sommes dans un pays où quand même il faut éduquer les enfants. Non, je viens. Vous croyez que dans la boîte crânienne des élèves, il n'y a que de la cervelle? Ils ont du cerveau, ils ont de la moelle épinée, ils ont du sang qui circule dans leur veine, ils réfléchissent. Mais pourquoi vous les formez? Vous les formez pour qu'ils soient bêtes? Ah, si c'est ça, il faut fermer les écoles. Moi, je crois que nous les éveillons en les formant. Hein? Et puisque nous les éveillons, eux-mêmes, voyant leur avenir en jeu, ils sont obligés de prendre leurs responsabilités. Et moi, je ne trouve pas à dire par rapport à ces mouvements-là des élèves. Ils sont dans leurs droits. Chacun est dans ses droits. Les élèves ne voient pas leurs enseignants. On les amène à l'abattoir en disant d'aller composer. Ils sont libres de réagir comme bon les sent. Tout compte fait, je sais qu'en notre temps, ça ne peut pas se passer. Merci à vous, Maurice Fadéon. Tony Aubin, un mot de la fin sur le débrayage. Non, je suis très heureux d'avoir en face de moi M. Maurice Fadéon parce qu'il fut mon professeur en classe de seconde. Je suis heureux de l'entendre dire à l'entame de son argumentaire que c'est malheureux ce qui se passe actuellement dans le secteur de l'éducation. Et je trouve que c'est effectivement malheureux. Lorsque vous avez choisi de débrayer mardi, mercredi, jeudi, qu'est-ce qui vous empêche de travailler lundi, vendredi? Ce que nous observons actuellement, ça n'a pas de nom. C'est de la pagaille, c'est du désordre. C'est du désordre et chacun doit pouvoir s'accorder sur le fait que nous avons l'impression que vous, M. Maurice Fadéon, vous êtes porte-parole du Front des 3 ordres de l'enseignement dans le département du Borgo de la Liborie. Je me demande si vous, en tant que syndicat, vous maîtrisez encore la troupe. Je me rappelle bien qu'il y a cela quelques années, vous avez lancé un mot d'ordre qui n'a pas été suivi par la base. Est-ce que nous ne retournons pas à une telle situation maintenant? Alors, j'aurais voulu avoir des éléments de réponse. Alors, Léon Batororo, les éléments de réponse viendront sur d'autres émissions. Par rapport à la grève, j'ai toujours eu la même position pour dire que s'il y a des droits que les travailleurs doivent percevoir, que l'État refuse de leur payer, alors que dans le même temps, on n'a jamais eu d'arriéré davantage ou de salaire ou de primes réajustées, un peu comme il vient de le dire, pour un préfet ou un ministre, ce n'est pas normal. Les ministres viennent, ils ont des salaires politiques revus en 5 ans, ils savent la bagatelle qu'ils se font. Et si on doit comptabiliser le salaire d'un travailleur d'un certain niveau au Bénin et qui fait un certain nombre d'années, je crois qu'il n'y a pas à comparer avec les salaires des politiciens. Et pour finir, donc, si aujourd'hui on en est là, c'est que le gouvernement ou les gouvernements qui se sont succédés ont failli à une mission, celle de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils les créaient en signant des actes qui donnent des avantages. Mais aujourd'hui, ne pas travailler pendant qu'il y a des jours de grève décrétés, ça c'est leur droit. La Constitution leur permet peut-être de réclamer un certain nombre de choses par le biais de la grève, un peu comme la Cour constitutionnelle vient de le confirmer encore. Mais quand on dit que lundi et vendredi ne sont pas des jours de grève, si on ne veut pas faire devoir, on devrait tout au moins travailler. Et quand on voit qu'il y a une bruit qui s'observe dans les collèges, je me dis finalement, un peu comme Tony, c'est une certaine pagaille qui s'instaure. Et mieux, je me demande si les élèves comprennent qu'est-ce qui leur vient demain, s'ils se mettent à faire ce jeu-là aux côtés des professeurs, à ne pas vouloir se faire évaluer. Alors, Samson a décidé, dans certains établissements, quand même, les épreuves ont eu lieu. Au lycée Mathieu Bouquet, par exemple, les élèves sont allés aux épreuves. C'est la preuve que les enseignants, sans pour autant avoir l'idée de les dédouaner, c'est la preuve que les enseignants ne font pas de la pagaille les lundis et vendredis, comme vous semblez le dire, Hippolyte Agossou. Ce matin, moi j'étais dans un établissement où j'ai vu des enseignants qui sont venus dans l'intention de surveiller les devoirs, mais les apprenants se refusent d'aller dans les salles de classe. Et est-ce que vous croyez vraiment que c'est ces apprenants qui ont formulé cette traque qu'on a vue ce matin circuler au CEG Zongo? Je ne saurais identifier la source de ces tracts. Mais je remarque aujourd'hui, avec ma petite curiosité de journaliste, que des apprenants se refusent d'aller composer. Et lorsque on nous brandit ces tests, c'est bien, ça pourrait être peut-être l'œuvre de certains enseignants. Mais lorsque vous êtes dans un pays où la ruse
et la rage ont droit de citer, vous ne pouvez que vous attendre à de ces agissements-là. Et vous pensez que ces élèves ont raison alors? Vous pensez que ces élèves ont raison? Oui, lorsque les enseignants... Alors Permettez-moi de relever un point. Qu'est-ce qui presse? Lorsque le président de la République... Mais le calendrier scolaire est établi. Il faut quand même atteindre un certain niveau dans le programme. Il faut finir le programme pour les classes des années. Permettez-moi, Hippolyte Agossou, ne posez pas la question et en même temps donner la réponse. Lorsque le président de la République ne juge pas opportun de rencontrer ses enseignants. Parce qu'il a, des occupations au plan international. Il dit que la rencontre sera reprogrammée. Vous parlez de l'Union africaine où vous avez suivi la réponse on parle de la lutte contre la corruption alors que des gens plus corrompus soutiennent ces mêmes chefs d'État à la base. Des gens plus corrompus continuent par exprimer leur déclaration. Merci à vous, Samson, vous aurez compris. Juste pour dire quoi? Lorsque les enseignants ont saisi la balle au bon. Il faut dire qu'ils ont profité de la lettre des l'enseignant a prêté serment pour donner le minimum à l'apprenant. Et donc, non, je comprends l'appréciation des autres acteurs, des autres secteurs. Parce qu'ils ne peuvent pas. Moi, je connais les conditions dans lesquelles les gens travaillent dans leur secteur. Ils n'arrivent pas à défendre leurs intérêts. Ils vivotent dans ces entreprises. Nous connaissons. Mais ici, nous sommes dans une mission républicaine. Et l'État a des devoirs vis-à-vis du travailleur. L'État ne respecte pas ses devoirs. Alors là, nous exigeons, nous réclamons ce qui est de notre droit. Et c'est ça qui fait que vous avez les achoppements sur le terrain. Quand on dit que c'est de la pagaille, je dis non. Parce merci à vous, Maurice Fadéon. Je voudrais conclure. Merci à vous, Maurice Fadéon. Je voudrais conclure pour dire que, en fait, à l'analyse de tout ce que nous avions dit, ce qui est important, c'est qu'on renoue avec le dialogue et trouver vite une porte de sortie pour éviter une année catastrophique à nos apprenants. Merci à vous, Maurice Fadéon. Regrettable, mais c'est bien fini. Le temps imparti à ce programme s'est épuisé. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve vendredi prochain avec d'autres sujets d'actualité à 20h45.